Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro, que je vais laisser Isabelle introduire et puis surtout se présenter. Je vais la laisser se présenter. Pour votre information, alors tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maude, je m'occupe du Career Center pour Neoma Alumni. J'organise donc différents webinaires et en période de non-confinement des ateliers sur différents thèmes de carrière. Ce webinaire sera suivi d'un autre webinaire qui aura lieu le 25 juin de 18h30 à 20h, qui est organisé par le club commercial et il sera axé vraiment sur le réseau dans une démarche commerciale. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a donc une suite le 25 juin à 18h30. Je passe la parole à Isabelle et je vous souhaite un bon webinaire. Oui, merci Maude. Bonjour à tous et merci Maude et toute l'équipe de Neoma Alumni. Je sais que Agnès est derrière son écran, Michael aussi, donc de m'accueillir aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Je vais essayer de vous transmettre les fondamentaux pour effectivement initier une démarche réseau, quelle que soit d'ailleurs la circonstance dans laquelle vous l'initiez, parce que à mon sens, ces fondamentaux sont les mêmes, quelle que soit la question que l'on pose à son réseau. Donc d'abord, je vais me présenter. Je suis donc Isabelle Semer. J'ai comment dirais-je, j'ai eu mon diplôme de l'EAP en 1980, l'EAP ayant fusionné avec l'École supérieure de commerce de Paris en 1999. Voilà. Et j'ai longtemps été en charge de l'animation du réseau des anciens élèves de l'ESCP EAP, qui est devenu ESCP Europe et maintenant ESCP Business School. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré votre directrice générale, donc Agnès Flouquet, que je salue au passage. Je suis toujours très très active au sein de la communauté des anciens élèves de ESCP, notamment dans le cadre de l'animation du groupe professionnel ESCP au féminin. Je suis également administratrice de l'incubateur Première Île-de-France. Effectivement, je suis assez proche de l'écosystème start-up parisien. Voilà. Alors, j'ai 4 activités qui sont liées en fait au networking. Je suis un peu une slasheuse du networking. Donc, j'ai une activité de coaching. J'accompagne des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs voire même des salariés, donc en mobilité professionnelle, en pilotage de carrière, on va dire, sur la construction et le pilotage de leur démarche réseau afin de les aider à atteindre un objectif. Je coach également des organisations qui de plus en plus se rendent compte que on peut tirer parti du réseau des salariés pour faire levier sur le développement commercial de l'entreprise. Donc, notamment des cabinets de conseil qui se rendent compte de cela et de l'intérêt que ça peut avoir, surtout à l'heure actuelle. Donc, j'ai mis en place assez récemment une offre autour de ce coaching d'organisation pour faire levier sur le réseau des collaborateurs pour développer le business. Et ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première casquette, la casquette coaching. J'ai une casquette événementielle qui est un tout petit peu à l'arrêt en ce moment, évidemment, et notamment dans l'univers des startups, puisque je pilote notamment un concours de startups pour le compte d'un groupe d'enseignement supérieur privé, un concours qui s'appelle Engrenage et qui existe depuis 8 ans maintenant. Et puis, j'ai une grosse partie de mon activité qui est dédiée au développement et à l'animation de business club. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la notion de club d'affaires, mais les clubs d'affaires sont finalement des cercles où 20 à 25 entrepreneurs non concurrents se réunissent à périodicité régulière pour s'entraider commercialement. Et en l'occurrence, ces clubs s'appellent les clubs d'affaires protéines. Je suis moi-même donc en charge du secteur Paris-Est. J'ai déployé la marque Club d'affaires Protéines sur 12 arrondissements de l'Est parisien. J'anime en direct un club dans le 12e arrondissement, c'est là où j'habite. Et j'ai initié le concept des business clubs, club d'affaires Protéines au féminin, où là, je suis ambassadrice pour Protéines au féminin sur toute la France. Voilà, donc ça c'est ma 3e casquette. Et puis ma 4e casquette,
pour ça que je vous dis que je suis une slasheuse, c'est l'animation de talks, de conférences, donc comme cette conférence aujourd'hui sur le thème du réseau. Et à partir d'ailleurs d'un ouvrage que j'ai coécrit, voilà, je vous le montre, qui s'appelle, là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. Un livre que j'ai commis avec ma complice Pascal Joly, qui est business coach, et qui est distribué sur Amazon.fr et sur Fnac.com. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce bouquin que j'ai construit d'ailleurs la méthodologie que j'utilise avec mes coachés. Voilà. Donc, je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Ah si, j'ai une dernière petite chose à vous dire par rapport à qui je suis. C'est qu'en fait, j'ai une particularité, c'est que j'ai cherché du travail une seule fois dans ma vie. La première fois, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que au bout de 3 mois, en fait, j'ai intégré une boîte qui a été rachetée par Monsieur Bernard Tapie, donc il y a très très longtemps de ça. Et donc le premier job que j'avais trouvé au bout d'un an n'a duré que 3 mois, puisque Monsieur Tapie s'est séparé de moi très très rapidement. Donc cette mésaventure plutôt, m'a fait prendre conscience de l'importance des réseaux, et c'est ainsi que toute mon histoire professionnelle a commencé. Mais au fur et à mesure, effectivement, que le temps a passé, j'ai utilisé un certain nombre de leviers au sein de mon réseau qui m'ont permis de rebondir d'opportunité en opportunité. Des opportunités d'ailleurs que je me suis créées moi-même, parce que je suis restée en contact avec un certain nombre de personnes, parce que j'ai laissé un bon souvenir, parce que j'ai entretenu ces contacts et qu'on est venu me chercher à chaque fois pour une nouvelle aventure professionnelle. Donc, j'ai fait appel qui à ma famille, qui à un fournisseur que j'ai pu avoir à un moment donné dans un job, puis ensuite à la hiérarchie interne dans un grand groupe, et puis ensuite à mes clients, et puis ensuite au réseau des alumni de mon école, etc., etc. Donc, en fait, je n'ai cherché de travail qu'une seule fois dans ma vie, et j'ai pu rebondir à chaque fois grâce au réseau. Donc, je tenais à le dire parce que effectivement, ça fait partie de mon storytelling. Voilà. Donc, je vous êtes très très nombreux aujourd'hui. Je salue le choix que vous avez tous fait de rejoindre cette visioconférence, parce que c'est un moment particulier qu'on est en train de vivre. C'est un moment propice à la réflexion sur soi et à la suite de son parcours, de quelque nature qu'il soit. Donc, vous avez bien fait de participer à cette conférence. Alors, sur le développement de réseau en particulier, il y a quand même pas mal de littérature et d'articles qui sont à votre disposition. C'est un sujet, le réseau, le développement de réseau, l'intelligence relationnelle, etc., qui a le vent en poupe, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que on vous dit ce qu'il faut faire, mais sans mode d'emploi. Hein. C'est un peu comme si vous achetiez un robot Magimix, vous savez, un robot qui fait des tas de choses, sans vous donner la notice d'utilisation. Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai commis ce bouquin, qui est très très pratico-pratique. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quand je parle, j'essaie d'avoir un discours structurant pour finalement vous aider à prendre le sujet à bras le corps, et de profiter finalement de ce qui vous reste de temps de confinement pour vous l'approprier totalement. Donc, comme l'a dit Maud tout à l'heure, on va faire ça en 75 minutes, puisqu'il y a un quart d'heure à la fin qui est dédié aux questions et réponses, avec donc des pauses tous les quarts d'heure pour répondre aux questions qu'elle aura sélectionnées, synthétisées, etc. Donc, mon intervention va se dérouler en 2 temps. D'abord, un rappel de 7 notions fondamentales à maîtriser à propos de réseau, pour se mettre dans le bon état d'esprit. C'est un peu comme une introduction ou un préalable, un préambule. Puis ensuite, les fameuses 6 étapes pour construire sa démarche réseau. Et c'est d'ailleurs totalement, ce que je vais vous dire, inspiré de la méthodologie que j'utilise pour coacher mes clients. Voilà, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés en mobilité professionnelle ou en transformation d'activité, des salariés bien souvent qui passent du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Voilà. Alors, je bascule donc en mode plein écran. Voilà.
On va commencer donc par les 7 fondamentaux à propos de réseau. Alors bien souvent, c'est vrai que on fait du réseau juste quand on en a besoin. On cherche du travail, alors on se dit tiens, on va faire du réseau. On démarre une entreprise, on cherche des fonds, donc on dit tiens, on va faire du réseau. On est en mal de développement commercial et on se dit tiens, on va faire du réseau. Mais en fait, le réseau, c'est un mindset permanent. Donc il ne s'agit pas de se mettre à faire du réseau uniquement quand on en a besoin, mais on en fait constamment, y compris quand tout va bien, et j'ai envie de dire presque plus quand tout va bien que quand on a une question spécifique à lui poser. Parce qu'effectivement, si le réseautage fait vraiment partie intégrante de votre vie au quotidien, si c'est vraiment instinctif chez vous d'être dans la générosité et dans la bienveillance, votre réseau sera réactif et apportera certainement une réponse à la question que vous lui posez et de façon extrêmement rapide. C'est pas en se mettant à faire du réseau quand on en a besoin qu'on a du résultat immédiatement. Et ça m'amène au point suivant. Le réseau induit la notion de temps long. Une action que vous allez entamer aujourd'hui ne va pas nécessairement produire ses fruits immédiatement. Je m'explique. C'est pas parce que vous allez avoir, par exemple, un entretien réseau que vous allez tout de suite décrocher le job de vos rêves ou le contrat du siècle, ou si vous êtes en mal de nouveaux clients, vous allez facturer tout de suite. Il faut le temps que la confiance s'installe et que les actes prouvent, soient derrière, afin que le moment venu, vous puissiez bénéficier finalement du petit coup de pouce qui changera peut-être la donne, mais il faut être patient et constant. Donc le réseau induit une notion de temps long. Ensuite, réseauter, c'est bien, et le faire dans les règles de l'art, c'est bien. Donc, effectivement, on participe à des événements, on rencontre des gens, on échange des cartes de visite, on se connecte sur LinkedIn, on se recontacte régulièrement, on se présente nos vœux, etc. Tout ça dans les règles de l'art. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est le premier stade de la démarche réseau, et ça reste assez superficiel. En fait, le plus fort pour réseauter, avoir une vraie démarche de réseautage efficace, c'est de se connecter vraiment aux gens que l'on croise, de chercher à les connaître, de prendre le temps surtout de les connaître, d'entrer véritablement en résonance avec eux pour pouvoir identifier la façon dont on va bien pouvoir les aider, leur rendre service. Et effectivement, ça c'est la base du réseau qui donne-reçoit. Donc l'effort qu'on va faire un jour sera payé de retour plus tard, ou pas d'ailleurs. Moi, je conseille à personne de faire un état de la comptabilité des échanges qu'on a dans le cadre d'un réseau. C'est pas grave d'ailleurs. On n'est pas là pour faire de la compta. En fait, l'important c'est d'avoir l'état d'esprit qui va bien et dans cette disposition, cette prédisposition à rendre service. Mais rendre service, ça veut dire bien écouter les autres et bien se connecter à eux. Voilà. Alors, activer, on a parlé tout à l'heure des règles de l'art, à savoir effectivement entrer en contact les uns avec les autres. C'est vrai qu'activer son réseau, c'est un savoir-faire. Il y a des codes à respecter. Et là, je vais faire une petite pause parce qu'il se trouve qu'on est entre anciens élèves d'une même école. Et c'est vrai que bien souvent, parce qu'on est diplômés de la même école que Pierre, Paul ou Jacques, on se dit que on aura très facilement accès à Pierre, Paul ou Jacques. Et que finalement, ça va nous dispenser d'en passer par certains usages. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir un diplôme en commun, ça facilite la mise en lien. On a des valeurs en commun, on a un vécu en commun, donc une faculté à bien se comprendre les uns les autres. Mais c'est pas pour autant, par exemple, qu'on ne doit pas se donner de nouvelles après un rendez-vous réseau, ou qu'on doit tout de suite, balancer son CV aux gens de son réseau, au premier email venu, j'ai envie de dire, ou encore penser qu'on obtiendra très facilement un entretien réseau uniquement parce qu'on est diplômé de la même école. Voilà, donc certes ça aide, mais ça fait pas tout. Donc les codes, ça s'apprend. Il y en a un certain nombre. Mon propos, c'est pas nécessairement de traiter ce sujet-là aujourd'hui.
C'est d'ailleurs effectivement largement développé dans le bouquin que j'ai écrit, Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau. Mais en fait, il y a un certain nombre de codes à connaître, et comme par exemple, vous le savez peut-être, en entretien réseau, je le partage avec vous parce que je crois savoir qu'effectivement parmi vous, il y a pas mal de gens qui sont en mobilité professionnelle ou en pilotage de carrière. En entretien réseau, eh bien, une fois qu'on a décroché son entretien, c'est pas celui qui nous reçoit qui mène la danse. En fait, c'est vous qui avez sollicité l'entretien, qui êtes le maître du jeu et qui allez établir les règles de déroulement finalement de cet entretien que vous avez décroché. Puis, effectivement, au cours de cet entretien, ça peut basculer en mode entretien de recrutement. Il faut savoir le détecter et à partir de ce moment-là, laisser la main à celui qui vous reçoit parce qu'il a peut-être envie d'en savoir plus sur vous pour transmettre votre CV. Et là, c'est peut-être le moment où il va vous le demander et peut-être ce sera le moment pour vous de le sortir de votre cartable ou de votre sac. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu quand on obtient un entretien réseau. On est le professionnel du réseau qui mène la danse lors de cet entretien. Voilà. Et à la fin de l'entretien en question, on est là pour obtenir de la formation auprès d'un expert. Et on est là aussi, bien entendu, pour demander des recommandations à cet expert. Donc, un entretien réseau ne se termine jamais sans demander le nom de 2 ou 3 personnes qui peuvent, comment dirais-je, nous permettre d'avancer dans la construction de notre projet et dont on peut se recommander de la part de la personne qui nous reçoit. Et enfin, effectivement, à la fin d'un entretien réseau, une fois qu'on a obtenu ces recommandations, bien évidemment, pour clôturer l'entretien, on fait comprendre à l'autre que c'est à charge de revanche et que, bien évidemment, on renverra l'ascenseur un jour et si jamais on peut aider, eh bien, on le fera. Et d'ailleurs, si on peut le faire tout de suite, on est à la disposition de la personne qui nous reçoit. Voilà. Donc ça, typiquement, ça fait partie de certains codes à maîtriser, à connaître pour être vraiment identifié, en tout cas dans sa démarche, comme un professionnel du réseautage. Alors, être un professionnel du réseautage, c'est bien, mais il faut aussi, quand on fait du réseau, rester soi-même. Et c'est vrai que l'authenticité, elle est pour moi essentielle en matière de réseautage. Il ne s'agit pas de travestir qui on est ou de cacher certains traits de caractère qu'on peut avoir ou bien même de se mettre un peu trop… Enfin, on peut même avoir tendance à forcer le trait, voire à paraître plus érudit qu'on est dans la réalité, notamment sur les réseaux sociaux. C'est moins en mieux. Donc, partez du principe que vous devez d'abord être à l'aise avec vous-même, que vous devez connaître vos forces et vos faiblesses et que vous devez être cohérent entre qui vous êtes dans la vraie vie et qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Partez aussi du principe que tout ce qui s'applique avec sincérité et générosité dans la vraie vie s'applique aussi online. Voilà. Dans la vraie vie, on passe par exemple un coup de fil à un ami pour le prévenir qu'on va lui recommander quelqu'un. Sur LinkedIn, par exemple, on va liker un billet d'un ami ou y ajouter un commentaire totalement gratuitement parce qu'on sait que ça va lui permettre d'être plus visible plus longtemps. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement important et parfois on est un petit peu, comment dirais-je, angoissé quant à l'attitude à avoir. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Et effectivement, être soi-même, ça veut dire aussi se faire un petit peu violence. C'est vrai que de temps en temps, c'est pas évident d'oser, comment dirais-je, aborder quelqu'un, comment dirais-je, qu'on a toujours rêvé d'aborder. Ça m'est arrivé. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à l'aéroport d'Orly il y a longtemps. Donc, en partance pour Madrid, j'attendais la personne avec qui je devais partir et je me balade dans la librairie et donc je cherche à acheter un bouquin
voilà, je regarde les nouveaux ouvrages, etc. Et puis, tout à coup, je vois s'approcher un monsieur qui manifestement était très bien habillé, en costume, etc. Je vois ses pieds, son pantalon, je relève la tête et je me rends compte que c'est un homme politique que j'avais toujours rêvé rencontrer. Et l'homme politique en question, je ne vais pas vous révéler son nom, il était comme moi, à la recherche d'un bouquin, etc. Et c'est vrai que je l'avais pas mal soutenu précédemment dans une précédente campagne présidentielle. Et il était dans une mauvaise passe. Et je me suis dit, je vais pas laisser passer l'occasion. J'ai juste envie de lui dire l'admiration que je lui porte. À l'époque, je lui portais. Mais je sais pas comment m'y prendre. Et je me suis dit, bah, je vais oser, je vais lui dire juste que je l'admire, que je l'ai suivi et que voilà, que je suis bien embêtée parce que j'aurais bien aimé lui dire quelque chose de plus intéressant, de plus intelligent, mais que pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient. Et donc, nous nous sommes approchés de la caisse et à ce moment-là, je l'ai abordé et j'ai effectivement tenté ma chance. Et là, je pense qu'il devait vraiment être dans une mauvaise passe. Il m'a juste fait la bise. Il a été ému parce que effectivement, je pense que mon attitude a été extrêmement sincère et authentique. Et du coup, on a papoté pendant une dizaine de minutes et il m'a donné sa carte, etc., etc. Bon, après, effectivement, les chemins, nous avons repris chacun nos chemins respectifs. Mais en tout cas, j'ai rencontré cette personne et si j'avais pas osé le faire, il se serait rien passé. J'aurais pas réalisé ce petit rêve, en tout cas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le réseau, si on n'ose pas demander, comment est-ce que le réseau peut être réactif? Donc, le réseau ne peut vous apporter que ce qu'on lui demande. Donc, qu'est-ce que vous risquez, j'ai envie de dire, à ne pas oser? Donc, je pense qu'effectivement, il faut y mettre les formes, bien sûr, mais il faut oser demander ce que l'on cherche. Voilà. D'ailleurs, Sénèque le disait très très bien il y a déjà fort longtemps, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, ce dernier point fondamental pour moi, c'est effectivement de considérer le networking comme une discipline stratégique. C'est une démarche qui est construite, qui nécessite de la méthodologie, de la planification, un outillage, la préparation, et on va en parler de cet outillage, de la préparation et de l'entraînement. C'est un savoir-faire qui s'apprend, qu'on peut améliorer et qui est, à mon sens, totalement stratégique. Un dirigeant, quel qu'il soit, il démultiplie son impact s'il est influent. C'est la même chose pour un salarié ou pour un entrepreneur. Et c'est pas un savoir-faire qu'on relègue au placard et qu'on pratique juste quand on a le temps, au profit de d'autres choses qui sont peut-être plus urgentes, mais pas nécessairement plus importantes. Donc, ce sont des rendez-vous qu'il faut planifier dans un agenda pour être certain de s'y tenir. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, bah oui, effectivement, j'ai plein de choses à faire, mais le networking, j'ai pas le temps. D'abord, j'ai pas appris à en faire, même si je suis diplômée d'une grande école, je sais pas comment l'activer. Après, j'ai plein d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes. J'ai jamais le temps. Et puis, c'est pas ça le plus important. Eh bien, si, justement, c'est ça qui est. J'ai envie de dire, c'est au moins aussi important que manager ses équipes ou que faire sa compta, voilà, ou que améliorer ses connaissances dans son domaine d'expertise. Donc voilà, pour moi, c'est une discipline qui est vraiment stratégique. Pour moi, c'est pas un soft skill. Voilà, c'est un hard skill. C'est une discipline qui s'apprend et qui s'améliore à force d'entraînement et de pratique. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut commencer par faire un certain nombre de choses et qu'on doit les faire dans un certain ordre. Là, je fais une petite digression par rapport aux outils. Je vous ai dit effectivement il y a quelques instants que le networking était une démarche qui nécessitait de l'outillage. Pour moi, il y a 5 outils essentiels à avoir pour être paré pour passer à l'action. C'est d'abord un profil sur LinkedIn, bien évidemment.
un profil qui soit, c'est pas le but de cette conférence, mais j'en profite pour faire un petit couplet au passage, un profil qui permette aux gens qui le consultent de comprendre en 5 secondes ce que vous faites. Donc, important effectivement que votre photo de couverture et votre accroche avec les mots-clés qui y figurent soient extrêmement explicites pour qu'on comprenne ce que vous faites et qu'on ait un peu envie d'aller plus loin hein, pour voir ce qu'il y a derrière. D'où l'importance effectivement d'avoir une belle photo, de couverture aussi qui représente l'univers qui est le vôtre, et puis de réfléchir à des mots-clés qu'on va trouver dans votre accroche, mais qu'on va retrouver aussi dans le paragraphe information, et puis ensuite dans la description de vos diverses expériences professionnelles, et puis ensuite dans les compétences que vos relations peuvent valider d'un simple clic, et puis ensuite éventuellement dans les recommandations qui vous sont faites, comment dirais-je, sous forme de références. Sachant qu'effectivement, vous pouvez demander à ceux qui vous font les références d'introduire hein, ces fameux mots-clés dans les recommandations pour justement que ça soit en cohérence avec le reste de votre profil LinkedIn. Donc, il y a un vrai travail à faire sur le profil LinkedIn, mais c'est plus de 600 millions de professionnels dans le monde qui y sont. C'est un moyen, c'est un moyen de se faire repérer par les recruteurs, mais c'est un moyen aussi de trouver des clients. C'est un moyen de développer son réseau, bien évidemment. Donc, c'est important d'avoir un profil sur LinkedIn bien actualisé, et un profil sur LinkedIn peut bouger hein, en fonction des, comment dirais-je, des objectifs que vous avez dans le cadre de votre démarche réseau. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre en valeur un certain nombre d'expériences parce que vous êtes dans une phase de votre projet professionnel qui va, comment dirais-je, impliquer que vous fassiez silence sur un certain passage de votre parcours qui n'apporte rien au projet que vous avez aujourd'hui. Donc, ça peut bouger. Vos mots-clés, ils peuvent bouger aussi. Donc, le principal, c'est d'être à jour et en phase avec l'objectif qui est le vôtre. Donc, ça, c'est le premier outil à avoir. Deuxième outil, et bon, manifestement, vous l'avez tous puisque vous participez à cette conférence aujourd'hui, c'est d'adhérer à l'association des anciens élèves de l'école dont vous êtes diplômés, parce que effectivement, cette association, petit clin d'œil au passage, propose tout un tas de services extrêmement utiles pour faciliter votre insertion professionnelle, mais pour faciliter aussi votre pilotage de carrière et le développement de votre business si vous êtes entrepreneur. Puis ça vous donne aussi la possibilité, si vous savez bien l'utiliser, d'être visible vis-à-vis d'une cible extrêmement importante. Donc, c'est un vrai levier du networking et pour moi, c'est un outil absolument indispensable. Profil LinkedIn, association d'alumni. Ensuite, avoir un pitch. Oui. Oui, excusez-moi, je me permets de vous couper. Est-ce qu'on peut faire une petite pause maintenant pour poser quelques questions ou vous préférez continuer? Alors, je termine les outils, il y en a 5, et puis après, je prends les questions. D'accord? Ça vous va? Ok, parfait. Merci. Top. J'en ai plus pour longtemps. Donc, le pitch, oui, très important. Savoir se présenter. Et Dieu sait si c'est pas forcément simple. Enfin, c'est pas simple. Donc effectivement, en avoir une version standard qu'on écrit, qu'on expérimente, qu'on va décliner auprès de personnes pour lesquelles il n'y a absolument pas d'enjeu, qui sont plutôt bienveillantes et qui vont nous dire là tu devrais dire ça. Là, tu as oublié de demander de terminer ton pitch par un call to action, etc. Mais comme c'est quelque chose qu'on doit finalement avoir sous le coude et décliner au moment où l'opportunité se présente, c'est hyper important de le préparer et de s'entraîner avant de se lancer dans le grand bain, j'ai envie de dire, avant de se lancer dans la participation à des événements, par exemple. Donc, en avoir une version très généraliste et puis en avoir 2 ou 3 versions secondaires, des variantes que l'on déclinera en fonction des personnes que l'on a en face de soi. Mais en tout cas, être prêt à pouvoir décliner ce pitch à tout moment
dans l'ascenseur, mais dans la rue, chez le boulanger, à la poste, à la banque, etc. Chaque fois qu'on a, ou à la sortie de l'école, ou quand on promène son chien. Voilà, c'est hyper important de l'avoir préparé. Ensuite, pour moi, il y a un quatrième outil qu'il est important d'avoir, et ce, malgré les outils qui sont maintenant mis à notre disposition, c'est la carte de visite. Et la carte de visite, pour moi, quand on l'échange, en tout cas pour la première fois dans un événement, c'est bien souvent un point final, un petit entretien qu'on va avoir dans le cadre d'un événement, par exemple. C'est ça qui donne finalement le point de départ à la relation. Donc, on échange des cartes de visite, c'est un symbole. Bien sûr, après, on va se connecter sur LinkedIn, etc. Mais la carte de visite, c'est important de l'avoir sous la main parce qu'elle dit des choses sur vous. Il y a peut-être des mots-clés, il y a des signaux graphiques qui vont effectivement induire des questions de la part de votre interlocuteur. Et puis, c'est aussi un petit morceau de carton, généralement, où on garde un espace libre, où on peut griffonner deux, trois choses juste après un événement pour se souvenir de la circonstance dans laquelle on a rencontré la personne et éventuellement noter deux, trois mots-clés qui vont nous permettre de nous remémorer facilement la personne en question. Donc, c'était la nana qui portait un blazer rouge ou bien cette personne avec laquelle j'ai parlé pendant 10 minutes de son séjour aux États-Unis et ça m'a beaucoup interpellée parce que justement j'ai envie de m'expatrier, etc., etc. Donc la carte de visite pour moi c'est hyper important, même si effectivement on pourra en parler. Après c'est compliqué à stocker, il faut trouver un moyen pour retrouver facilement ces cartes. Voilà. Et sachant aussi qu'il y a des petites applications qui permettent de scanner les cartes de visite et de les garder, de les conserver facilement. Le cinquième outil, et j'en ai terminé, Maude, et on y reviendra tout à l'heure, un peu plus précisément, c'est ce que j'appelle le suivi, l'outil de suivi du cœur de réseau. Je m'explique. En fait, le cœur de mon réseau, c'est finalement les personnes qui vont avoir comment dirais-je, un lien direct avec le projet que j'ai en ce moment. Je peux très bien avoir 4000 ou 5000 relations sur LinkedIn, où j'en ai 500 ou 600, etc. Mais dans mon cœur de réseau, par rapport au projet que j'ai aujourd'hui, je vais peut-être en sélectionner 20 ou 30 ou 100 ou grand maximum auxquels je vais porter une attention particulière, avec lesquels je vais engager un dialogue et qui vont avoir, je dirais, un rôle clé à jouer dans le cadre du projet que je mène. Et ça peut être très bien des personnes que j'ai rencontrées succinctement lors d'un événement, mais avec lesquelles j'ai une tranche de vie en commun, mais qui ont des réseaux intéressants par rapport au regard au projet que j'ai. Et donc, du coup, ma démarche réseau, ça va peut-être consister à m'en faire progressivement un ami, c'est-à-dire à avoir un niveau de proximité qui se rapproche, on va dire, progressivement pour atteindre l'objectif que j'ai à l'heure actuelle. Donc, pour suivre mon cœur de réseau, un petit tableau Excel, c'est très, très bien. Et j'y mettrai un certain nombre d'informations, comme par exemple, bien sûr, toutes les coordonnées, mais le niveau de proximité que j'ai avec ces personnes de 1 à 4, sachant que, comment dirais-je, 4 c'est le plus lointain et 1 c'est vraiment la personne qui décroche le téléphone quand elle voit mon numéro s'afficher. J'y mettrai aussi peut-être son pays, j'y mettrai, comment dirais-je, des informations concernant la dernière fois que je l'ai rencontré. C'est une espèce de CRM, on va dire, qui me permet finalement d'identifier à travers un certain nombre de tri croisés les forces et les faiblesses de mon réseau et qui vont me permettre d'ailleurs de mettre au point une démarche pour combler les faiblesses et les lacunes que ce cœur de réseau fera émerger. Voilà. Alors, il y a un petit outil, une petite appli que je vous conseille c'est vraiment un network manager de poche qui s'appelle Remember, R-E-M-E-M-B-R, et qui fait office d'outil de suivi du cœur de son réseau. Voilà. Maude, c'est à vous.
Merci Isabelle. Alors, dans un premier temps, je voulais juste faire une petite remarque pour les diplômés de Neoma par rapport à leur profil LinkedIn, de bien penser à modifier le nom de l'école pour ceux qui seraient diplômés de l'ESC Rouen ou Reims. Voilà, les recruteurs ne regardent plus du tout les écoles avec qui ont ce nom-là, mais bien mettre Neoma Business School. Voilà, ça c'était une petite aparté et je passe aux questions. Alors, on a Agnès qui nous demande que mettre sur une carte de visite lorsque on est hors poste. Bonne question, merci de me la poser. Quand on est hors poste, on met finalement ses coordonnées, bien sûr, mais on identifie finalement les mots-clés qui caractérisent notre expertise. Donc voilà, je vais mettre marketing, je vais mettre stratégie, conseil en stratégie, enfin, en tout cas, quel qu'il soit, ou développement d'applications, que sais-je, mais en fait des mots-clés d'ailleurs qu'on va retrouver sur le profil LinkedIn, hein, mais quelque part, c'est pas parce que vous êtes en mobilité professionnelle que vous n'avez pas d'expertise, et elles sont très très valables. Donc voilà, ce sont les mots-clés qui caractérisent votre expertise que j'y ferai figurer. Merci. Il y a Lagdar qui souligne que votre livre est très facile à lire, qu'il est très pratique, avec une ligne directrice pour développer son réseau, des conseils et des bonnes questions à se poser. Mais merci Lagdar. Comment demander des contacts à la fin de l'entretien réseau? C'est délicat quand on ne connaît pas la personne. Alors, c'est délicat quand on ne connaît pas la personne, mais il y a juste que vous venez de passer une demi-heure ou trois quarts d'heure avec la personne en question et que vous avez quand même réussi à avoir un entretien réseau avec cette personne. Donc, ça veut dire que quelque part, soit vous l'avez croisé dans un événement réseau, et quand on va dans un événement, finalement, on est là pour croiser des personnes qu'on va, comment dirais-je, revoir en one-to-one, de façon approfondie. Donc, quelque part, vous avez une tranche de vie en commun, ou bien vous avez été recommandé par quelqu'un. Donc, quelque part, vous êtes en pays de connaissance. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, quand on dit qu'on ne connaît pas vraiment la personne, dans la mesure où on a été recommandé, qu'on l'a croisée et qu'on a passé trois quarts d'heure avec elle, dans le cadre d'une démarche réseau, moi, je dis qu'on la connaît quand même un peu. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on va dans un entretien réseau, bien évidemment, on le prépare. Ce qui veut dire que on va se renseigner sur la personne que l'on rencontre, sur son entreprise, son actualité, son parcours. On va se renseigner aussi sur son secteur d'activité. Et éventuellement, on ira voir d'ailleurs qui est dans son réseau et on va éventuellement regarder si dans son réseau, il n'y a pas des gens intéressants par rapport effectivement à la suite de notre projet et finalement à l'objectif que l'on a. Donc, on va aider la personne, comment dirais-je, à chercher dans son réseau, enfin à facilement, comment dirais-je, être en capacité de recommander à l'issue de l'entretien en lui donnant des pistes. Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un chez Total? Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un dans telle ou telle fonction, etc., etc. Effectivement, c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup et je cherche à rencontrer la personne qui a la même fonction que vous dans telle entreprise. Est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un, etc., etc. Donc, il faut savoir que si la personne qui vous reçoit dans le cadre d'un entretien réseau vous reçoit, justement, ça veut dire qu'elle a bien, elle, intégré la démarche réseau. Donc, finalement, elle sait qu'à la fin d'un entretien, elle n'est pas dupe. Hein. Elle sait que vous êtes en train de chercher comment dirais-je, à bouger de boîte ou que vous prospectez si vous êtes dans le cadre d'un développement commercial, etc. Donc, elle sait que vous avez besoin de recommandations parce que c'est le sésame, la recommandation. Donc, comme c'est une professionnelle du réseautage qui vous reçoit dans le cadre d'un entretien réseau, elle ne sera pas surprise non plus que vous demandiez des recommandations à l'issue de l'entretien. Voilà, c'est ma réponse. Merci Isabelle. Adeline reprend ce que vous avez dit, le réseau se construit dans un temps long. De par votre expérience et avec les créateurs d'entreprises, quand peut-on s'attendre à un retour? Waouh, alors ça c'est effectivement une bonne question, mais ça dépend, j'ai envie de dire, de l'énergie qu'on y met et plus on est structuré dans sa démarche et plus ça portera ses fruits rapidement,
d'où la nécessité d'être accompagné, voilà, au passage. Quand effectivement on démarre une entreprise ou qu'on veut démarrer une entreprise, et que par exemple on s'inscrit dans un business club, j'en parlais tout à l'heure, faut pas s'attendre à des résultats avant, je dirais, 18 mois, 2 ans. Alors il peut y avoir effectivement des recommandations, comment dirais-je, à la marge au bout de 6 mois. Effectivement, si les gens qui sont dans le même club que vous comment, ont bien compris ce que vous faisiez et ont bien compris surtout les cibles que vous aviez. Donc, il faut effectivement, quand on fait du réseau, être très clair sur ce que l'on recherche pour aider finalement les gens à qui on s'adresse à nous aider. Hein, parce que si effectivement vous demandez à quelqu'un, bah, ma cible c'est les médecins, bon, si j'en connais, enfin, je veux dire, peut-être faudra-t-il comment expliquer un petit peu plus. Il t'en faut combien, sur quel secteur géographique, est-ce qu'il te faut des spécialistes, etc., etc. Il faut être un peu smart, enfin, dans la façon dont on exprime son objectif. On va y venir d'ailleurs. Donc c'est vrai que développer un réseau. Et là, je suis en train d'aller un peu trop loin. Voilà. Développer un réseau, ça dépend de l'énergie qu'on y met, ça dépend de la façon dont on structure sa démarche, mais faut pas s'attendre à avoir du résultat avant, ouais, j'ai envie de dire 18 mois, un an, 18 mois. Voilà, vraiment concret. Merci. Adeline pose une autre question. Vous avez parlé de l'importance des codes. Quels conseils quant aux 3 points de vigilance et d'erreurs à ne pas faire? Alors, finalement, on va quelque part aborder un peu la suite. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire du réseau tous azimuts, sans savoir pourquoi on le fait. Et là, effectivement, moi, je connais pas mal de gens que je vois et qui me disent, on m'a dit de faire du réseau. Bon, alors, on participe à des événements et puis on collecte de la carte de visite et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, alors si on n'est pas au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, ça va pas servir à grand chose. D'accord? Donc une erreur, la première erreur serait de le faire sans avoir un objectif qui est clairement défini. Ça fait clairement partie de ce que je vais dire après, parce que bah, en fonction de l'objectif que l'on a, on va pas nécessairement fréquenter les mêmes personnes, ou en tout cas insister sur la fréquentation de certaines personnes, hein, le fameux cœur de réseau dont je parlais tout à l'heure. Comment dirais-je, on va pas fréquenter les mêmes événements, on va pas fréquenter les mêmes réseaux, on va même pas mettre en place la même ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, etc. Donc, bien évidemment, la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas de faire du réseau sans avoir d'objectif. Voilà. Après, la deuxième erreur serait, comment dirais-je, de ne rien planifier. Moi, je pars du principe que, et je le disais tout à l'heure, c'est aussi important que, comment dirais-je, se former ou quand on est entrepreneur, faire sa compta ou en tout cas manager ses équipes, etc. Donc, c'est effectivement de se dire l'idéal, et ça je le dis haut et fort parce que je pense que ça nécessite qu'on y passe au moins 2 heures par semaine, voire une demi-journée par semaine, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Bien sûr, quand on est en pilotage de carrière, de carrière, on va y passer plus de temps. Quand on va démarrer une entreprise ou quand on va lever des fonds, on va y passer plus de temps, etc. Mais c'est quelque chose, c'est une activité qui doit être planifiée. Donc avoir un objectif et avoir effectivement se dire, ça me prend une demi-journée par semaine. D'accord? Et la troisième erreur serait de dire, comment dirais-je, serait comment de ne pas être dans cet état d'esprit de générosité. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Finalement, la chose la plus facile à faire, hein, c'est quand on rencontre des gens, c'est de les faire parler d'eux-mêmes. Parce que d'abord, c'est très facile de parler de soi-même. Donc, quelque part, vous faites
des amis, hein, des gens que vous rencontrez en les faisant parler d'eux-mêmes. Et quelque part, en les écoutant parler d'eux-mêmes, vous êtes en capacité d'identifier comment vous pouvez les aider. Donc, effectivement, c'est de ne pas être dans la générosité qui serait une erreur. C'est-à-dire que, voilà, quand on fait du réseau, et c'est pour ça d'ailleurs que ça prend du temps, parce qu'avant d'avoir des résultats pour soi, il faut déjà commencer par rendre service aux autres. Voilà, donc ce serait la troisième erreur à ne pas faire, donc ce serait de penser à soi avant de penser aux autres. Voilà. Merci. Je vais prendre la dernière question et après je vais vous laisser continuer. Donc c'est Nicolas qui demande qu'écrire sur LinkedIn quand on est en recherche d'emploi après une rupture de contrat. Alors évidemment, il ne faut pas l'écrire, c'est sûr. Et je pense que ça, c'est des choses éventuellement qu'on aura à comment expliquer si on le veut oralement, mais considérez que LinkedIn, c'est quelque part une œuvre de service. Hein, c'est comment dirais-je, faut déjà penser à l'après. Hein. Donc en fait, quelque part, je réponds à la personne qui pose la question. On n'a pas à savoir que sur LinkedIn que la façon dont vous avez quitté votre emploi précédent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui vous êtes, quelles sont vos expertises et comment on peut faire appel à vous pour un nouveau challenge professionnel. Donc c'est comme ça qu'il faut. Enfin, c'est un état d'esprit à avoir. Hein. LinkedIn, c'est pas un CV, c'est une offre de service. Voilà. Merci. Et il y a Adeline qui en profite pour vous remercier sur la grande qualité des réponses et la clarté générale du propos. Et je vous redonne la main, Isabelle, pour une nouvelle pause, peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure. Merci. Ça marche. Merci à vous tous. Donc bon, effectivement, une fois qu'on a intégré tout ce que j'ai dit auparavant, je vous propose de découvrir les 6 étapes indispensables, à mon sens, à la construction d'une démarche réseau. Donc, on a abordé dans les questions précédentes, la première étape, c'est d'être clair sur son positionnement et ses objectifs. Donc, avoir un objectif qui soit SMART. Donc, SMART comme S comme spécifique. Je fais un petit clin d'œil à Agnès qui sait de quoi je parle. M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. Voilà, donc être vraiment très très clair sur son objectif. Et parfois, finalement, c'est ce qui prend le plus de temps. Hein, ça être clair pour formuler cet objectif. Et puis après, il faut quelque part passer à une étape d'audit de son réseau. Et identifier finalement ses propres piliers, les propres piliers de sa démarche réseau. D'abord, par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà, quelles sont les personnes que je connais. C'est sûr qu'il faut partir de son histoire personnelle pour planifier, enfin pour construire sa démarche réseau. Donc du coup, les personnes que je connais, c'est finalement les personnes que j'ai croisées durant les différentes tranches de vie que j'ai vécues jusque-là. Donc, ça peut être pendant la petite enfance, ça peut être à l'école, ça peut être au lycée, ça peut être en prépa, ça peut être dans mon école de commerce, ça peut être plus tard, ça peut être dans le cadre des jobs que j'ai occupés, ça peut être dans le cadre des associations où je m'implique, mais en tout cas, les personnes que je connais, il faut faire un petit effort de mémoire pour pouvoir effectivement les identifier. Mais on parle souvent des personnes que je connais, mais les personnes qui me connaissent, c'est au moins aussi important. Ben oui, parce que ces personnes-là, elles sont en capacité, parce qu'elles me connaissent, de me reconnaître. Si, par exemple, à un moment donné, je participe à un événement en même temps qu'elles, et elles sont en capacité de me recommander. Donc, c'est hyper important aussi de faire cet effort, comment dirais-je, de mémoire sur qui me connaît, et sera en capacité de me reconnaître à un moment donné. Et je fais un petit aparté à ce sujet-là. C'est important d'avoir dans un réseau plusieurs typologies de personnes. Hein. Il y a les ex-collègues, il y a les prospects, il y a les clients, il y a les experts, mais il y a aussi les VIP.
que j'appelle le réseau stratégique. Donc, et c'est effectivement la référence aux personnes qui me connaissent qui me fait y penser et insister là-dessus en Jouy. Le réseau stratégique, c'est hyper important, c'est-à-dire avoir dans son réseau, allez, une dizaine de VIP. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des grands patrons dans son réseau, hein, mais forcément des personnes qui ont mieux réussi que moi à l'endroit où je suis maintenant et qui, du coup, vont me permettre d'avancer et vont me permettre effectivement d'aller plus haut ou d'atteindre l'objectif que j'ai. Donc, et des personnes aussi qui sont en capacité de me connecter avec d'autres personnes hyper intéressantes. Et si j'ai pas de réseau stratégique, eh bien, j'ai un petit truc, c'est de effectivement d'identifier des personnes qui nous intéressent, que nous admirons, et se débrouiller pour régulièrement croiser leur route dans des événements auxquels ils participent. Et donc aller effectivement les saluer, par exemple à la fin d'une conférence ou lors d'un événement networking, etc. À tel point que, au bout de 5 ou 6 fois, ces personnes en question finissent par vous reconnaître et comprennent effectivement que, comment dirais-je, vous leur portez un grand intérêt et finalement se lient d'amitié avec vous et sont en capacité effectivement de vous recommander. Voilà, donc très important d'avoir un réseau stratégique pour les recommandations, mais aussi pour l'inspiration. Vous pouvez prendre d'eux, les rôles modèles, l'inspiration. C'est important aussi pour avancer dans les projets que l'on construit. Donc, pour en revenir aux personnes, les personnes que je connais, les personnes qui me connaissent, mais aussi les personnes que je connais pas encore, ça c'est par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui et que je devrais connaître. Voilà. Ensuite, les événements, comment dirais-je, auxquels j'ai l'habitude de participer, les événements auxquels je devrais participer, éventuellement les événements que j'organise, les recenser, savoir finalement quels sont les formats d'événements qui me conviennent le mieux, avec quel type de format je suis le plus à l'aise, et du coup identifier de ce fait les événements qui vont convenir par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui. Les réseaux auxquels j'appartiens, il faut les recenser bien évidemment, et ceux auxquels je devrais peut-être appartenir. Parce qu'effectivement, il faut bien partir de quelque part. Donc, grâce au réseau auquel j'appartiens, je vais peut-être rencontrer des personnes qui me permettront de, comment dirais-je, m'ouvrir la voie vers d'autres réseaux auxquels je devrais appartenir par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui. Quelle est ma présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis sur LinkedIn? Est-ce que je suis sur Facebook? Est-ce que j'ai une page professionnelle sur Facebook? Est-ce que je suis sur Instagram? Est-ce que je suis sur Twitter? Quel est l'intérêt d'être sur l'un ou sur l'autre par rapport à ce que je veux faire aujourd'hui? Est-ce que je dois pas pousser plus Instagram que Facebook? Est-ce que je dois ouvrir une page professionnelle sur les Facebook? Et qu'est-ce que je dois raconter? C'est quoi ma ligne éditoriale? Finalement, et quelle est ma ligne éditoriale aujourd'hui? Est-ce que je ne dois pas la faire changer par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui? Donc tout ça, finalement, ça doit faire l'objet d'un audit approfondi pour savoir dans quel état je suis aujourd'hui et dans quel état je devrais être demain par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui. Sachant que, je le répète parce que, comment dirais-je, c'est pas évident, ça peut changer d'une année sur l'autre par rapport à l'objectif que l'on a. Bien sûr, on part d'une base, mais ça peut changer. Alors ensuite, bien sûr, en fait, ce qui est important de faire, c'est de mettre en perspective les choses que l'on a l'habitude de faire et les choses qu'on devrait faire pour identifier finalement les forces et les faiblesses de son réseau. Donc les forces, on va bien sûr les valoriser, les exploiter, les booster. Hein. On va surfer sur les forces pour combler les faiblesses que l'on a. Donc, quelles actions devrons-nous mettre en œuvre, par exemple, si on se rend compte que l'activité qu'on a exige d'être un peu plus présent sur tel ou tel réseau social, c'est une action qu'on va mettre en œuvre. On va se former à Instagram, par exemple. On va, comment dirais-je,
décliner une charte éditoriale, une ligne éditoriale, etc. sur Instagram parce qu'on doit absolument atteindre une cible spécifique et la cible des millennials, etc., etc. Donc en fait, cette phase d'analyse précédente par laquelle on est passé va déboucher sur finalement l'identification des forces et des faiblesses. Et c'est hyper important effectivement d'être conscient de ses forces, mais en même temps pour savoir comment on va combler les lacunes de sa démarche réseau par rapport à l'objectif que l'on a aujourd'hui. Et là, bon, effectivement, c'est un tableau que je partage bien volontiers avec vous, mais finalement, c'est un peu la clé, hein, finalement, de la construction de sa démarche réseau. On a vu que les piliers, c'était les personnes, les événements, les réseaux, la présence digitale. Donc finalement, il y a un certain nombre d'actions qu'il va falloir prioriser, hein, qu'il va falloir mettre en œuvre pour chacun des piliers. Ces actions vont être éventuellement coûteuses. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser pour chaque type d'action? Qu'est-ce qu'on est prêt à passer comme temps pour chaque type d'action? Et puis, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est rencontrer telle ou telle personne ou est-ce que c'est d'abord aller à tel ou tel événement en devenant proactif dans tel ou tel réseau pour pouvoir rencontrer telle personne? Voilà. Donc, finalement, le plan, la structuration du plan d'action, elle est là. Et comme type d'action, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Par exemple, participer à des événements triés sur le volet. Et Dieu sait si on reçoit de nombreuses propositions, mais on ne peut pas tout accepter. Et surtout quand on a un objectif très qualitatif, il faut sélectionner les événements auxquels on participe soigneusement, soit parce que le sujet nous intéresse, soit parce qu'on sait qu'on va y croiser quelqu'un qui pourrait faire partie de notre réseau stratégique, par exemple, soit parce qu'on sait qu'on va y rencontrer des prospects, soit on va y rencontrer des connecteurs, que sais-je, mais participer à des événements de networking triés sur le volet avec, bien sûr, à chaque événement, un objectif en tête. Est-ce que ça peut être par exemple, une action peut être de nouer des partenariats avec des métiers qui sont complémentaires aux miens ou trouver des partenaires? Est-ce que ça peut être mettre en valeur mon expertise? Comment et avec quel outil? Est-ce que c'est une action pourrait être par exemple de développer mon réseau de prescripteurs? Alors qui serait-il et comment les rencontrer? Est-ce que une action, comment dirais-je, pourrait être par exemple de participer activement à un club d'affaires? Et il y en a beaucoup, donc lequel? Je vais faire ma petite étude pour savoir ce qui existe et lequel me convient le mieux par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'une action pourrait être par exemple de rejoindre une cause qui m'est chère, qui me permettra, ou finalement faire du mécénat de compétences, qui me permettra de mettre en valeur certaines expertises que j'ai pas eu l'occasion de mettre en valeur jusque-là, mais que j'ai. C'est un talent que j'ai enfoui au fond de moi, mais je veux effectivement le rendre visible au service d'une cause qui m'est chère. Ça peut être, c'est pas Agnès qui va me contredire, de prendre la responsabilité au sein d'une association, d'un groupe, par exemple, d'un groupe professionnel, d'une promo, que sais-je, en tout cas pour développer ma visibilité auprès, comment dirais-je, d'une cible précise. Donc là, vous avez effectivement un petit panel des actions à mettre en œuvre pour chacun des piliers que je vous présente ici, personnes, événements, réseau, présence digitale. Après, effectivement, chaque cas est particulier. À vous de trouver les actions qui vous conviennent, comment dirais-je, de les prioriser, de savoir ce que vous êtes prêt à dépenser pour les mettre en œuvre et ce que vous êtes prêt à passer de temps pour les mettre en œuvre. Est-ce que peut-être que ça vaut le coup qu'on s'arrête là pour prendre des questions, parce que je sais que c'est un gros pavé, ça. Merci Isabelle. Alors, j'ai une question de Lagdar. Peut-on aborder notre cible pour anticiper et ne pas avoir d'objectif en vue? Alors oui, alors là, effectivement, je vais me permettre de faire, comment dirais-je, un petit retour en arrière. Quand tout va bien hein, dans la vie, qu'on est en poste, comment dirais-je, on fait des activités qui nous conviennent, etc., etc. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le réseau
un état d'esprit à avoir d'une façon générale de toute façon, comment il faut en faire tout le temps. Eh bien, quand tout va bien, quand on n'a pas de questions spécifiques à poser à son réseau, je vais appeler ça développer son réseau de façon quantitative et tous azimuts. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner de la valeur à mon réseau en le développant quantitativement, en allant chercher des gens qui sont extrêmement différents, dans des métiers extrêmement différents, dans des tranches d'âge différentes, dans des pays différents, que sais-je. Mais je vais lui donner de la valeur en développant mon réseau de façon quantitative. En revanche, quand je vais avoir à un moment donné un objectif précis dans ma vie, que ce soit à titre personnel ou professionnel, là, je vais développer mon réseau de façon qualitative et ciblée. Donc du coup, les actions que je vais mettre en œuvre ne seront pas du tout les mêmes. Mais ceci étant, si j'ai, alors que tout allait bien, développé mon réseau de façon quantitative et tous azimuts, forcément, à un moment donné, quand j'aurai un objectif spécifique et je devrais activer une cible spécifique, bah, mon réseau sera plus réactif. Donc je pense, est-ce que je réponds enfin je ne sais pas si Lagdar peut s'exprimer sur en tout cas auprès de vous, Maud, sur la réponse à cette question, mais voilà, c'est ma réponse. C'est bon pour lui. Ok. C'est bon pour lui. Alors, une autre question qui concerne les personnes que l'on connaît et que l'on va être amené à solliciter. Est-ce que quand on ne les a pas vues depuis plusieurs années, qu'on n'a vraiment pas de contact, ça paraît pas un petit peu opportuniste d'activer ces contacts-là comme ça, en fait voilà, est-ce que c'est pas un petit peu opportuniste? Oui, bien sûr, je comprends. Alors, effectivement, c'est une question qu'on me pose systématiquement, et c'est vrai que réactiver des liens distendus, ça fait partie des choses qu'on doit faire, bien sûr, quand on met en place comment dirais-je, une stratégie de développement de réseau, enfin, par rapport à un objectif précis. Et c'est sûr que il y a des périodes assez propices pour réactiver le réseau. C'est bien entendu le début de l'année. Moi, perso, quand je présente mes vœux, j'en ai pour 3 mois après à planifier des rendez-vous, des cafés, des verres. Quand on est en période normale, bien sûr, j'en ai pour 3 mois de rendez-vous, tellement effectivement j'ai de gens à voir que j'ai pas vu depuis longtemps, et donc le secret effectivement pour ne pas avoir l'air opportuniste, sachant qu'il faut bien qu'il y ait une première fois, je vous le concède, c'est d'être dans la continuité, c'est d'être vraiment constant dans la façon dont on entretient des liens. Mais il y a des petits trucs et des astuces pour effectivement revenir à la mémoire des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et qui peuvent être d'un grand intérêt pour elles aussi. C'est par exemple réunir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, mais qui se connaissent pas entre elles. Donc voilà, plutôt que effectivement de paraître totalement opportuniste, c'est de dire ah tiens, je vais organiser un dîner où je vais mettre en présence des personnes qui pourraient bien avoir des choses à faire ensemble et qui se connaissent pas et que je n'ai pas vues depuis hyper longtemps. Et là forcément, on est complètement dans la démarche réseau. C'est plutôt une façon de joindre l'utile à l'agréable, et ça peut rendre service à tout le monde. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ce que je fais moi aussi, c'est de mettre en place une petite newsletter que je vais envoyer à des personnes choisies à certains moments sur voilà ce que j'ai fait les 6 derniers mois. J'ai écrit un bouquin, j'ai fait tel voyage, j'ai rencontré telle personne, j'ai développé telle offre, je suis voilà, j'ai tel nouveau client, et j'ai eu l'occasion de rencontrer telle personne que tu connais aussi, etc., etc. Bon voilà, je fais des petites newsletters comme ça qui me permettent de finalement tendre la perche à mon cœur de réseau. Cette petite newsletter, je vais la faire à mon cœur de réseau, bien sûr. Je ne vais pas la faire à tous les contacts que j'ai. J'en ai près de 13 000 sur LinkedIn, donc je ne vais pas m'amuser à le faire comme ça. Mais je vais envoyer cette petite newsletter à une 50aine de personnes par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui. C'est une façon de leur tendre la perche
et d'attirer leur attention sur un point spécifique. Et je me donne la possibilité de le faire en relatant, on va dire, 5 ou 6 points. Et effectivement, ça donne généralement de bons résultats. Voilà. Faut pas, vous savez, les gens sont pas dupes, hein, donc on prend contact avec eux à un moment donné. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose, il y a une raison derrière, mais en même temps, c'est par exemple ce qu'on fait en ce moment, hein, en période de confinement, et je parle là au nom de beaucoup d'entrepreneurs que je connais. On passe notre temps au téléphone à comment dirais-je, réactiver des contacts qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Et on commence par s'intéresser finalement à la vie de la personne qu'on a au téléphone en tant que confinée. Comment tu vis le confinement, etc., etc. Finalement, on a ce truc-là en commun, on en parle et les langues se délient et comment tu fais pour exercer ton métier, etc., etc. C'est pas trop dur et comment tu t'y prends, comment tu vas faire pour faire évoluer ton activité, etc., etc. Et au fur et à mesure de l'entretien téléphonique que l'on a, on a éventuellement des pistes voilà, de sujets communs à exploiter. Et c'est pas complètement opportuniste, c'est une façon juste d'entretenir son réseau et on est conscient de ça. Donc voilà, je pense que précisément en ce moment, d'ailleurs, tout le monde en est conscient. C'est le moment ou jamais de prendre son téléphone pour prendre des nouvelles des gens, savoir d'abord s'ils sont en bonne santé et puis savoir comment ils vivent le confinement. Voilà. Merci. Alors, concernant les actions et les piliers, quel objectif est-ce qu'on doit se mettre? Combien est-ce qu'on doit se mettre d'objectifs d'action et combien de temps pour préparer cette étape? Alors, ce que je vais dire après répond un peu à cette question parce que pour moi, effectivement, et comment dirais-je, je suis une règle que suit aussi ma complice Pascal Joly. Elle dit toujours ce qui se mesure progresse. Et bien, c'est d'ailleurs comment dirais-je l'objet de la slide suivante pour mesurer et la progression de sa démarche réseau, et c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait hein, comme ça, mais il convient de créer ses propres indicateurs de performance. Donc en fonction des actions qu'on va avoir, on va dire, ben voilà, il faut que en 6 mois, j'ai doublé mon nombre de contacts sur LinkedIn. Il faut que, comment dirais-je, en 6 mois, je fasse tant de rencontres par rapport au nombre de contacts pris sur LinkedIn, parce qu'évidemment, les contacts qu'on fait sur LinkedIn, c'est bien, mais l'objectif, si on est en tout cas sur la même zone géographique, c'est quand même de se voir. Donc à l'heure actuelle, c'est un peu difficile, mais on peut se voir en visioconférence, sur WhatsApp, etc. Donc il faut se parler vraiment. Le nombre d'événements auxquels on participe par mois, le nombre de rendez-vous réseau par semaine, le nombre de, comment dirais-je, de personnes que j'ai aidées dans le mois. Chacun décide en fonction de son cas, j'ai envie de dire, et de sa stratégie. Hein. Ça fait typiquement l'objet effectivement de la slide d'après. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Maud, vous pouviez rappeler, parce que peut-être que je digresse, la question était formulée comment déjà? Non, c'était de savoir si les actions et les piliers, combien de temps il fallait y consacrer pour les mettre en place et combien d'actions et de piliers il fallait avoir comme objectif en fait. Bah, c'est compliqué à dire. Ça, c'est vraiment du cas par cas, j'ai envie de dire. Hein. Et moi, personnellement, quand j'accompagne un coaché, donc le premier programme que je propose, il est sur 2 mois. Donc, c'est une phase qui passe par un audit approfondi de la situation, comment dirais-je, de la personne. Ensuite, effectivement, l'ébauche d'un plan d'action. Et ensuite, la mise en œuvre des premières actions avec effectivement un petit retour d'expérience qui permet d'envisager des mesures correctives. Et ça prend 2 mois. OK pour voir vraiment comment évoluer la construction d'une démarche réseau, moi j'estime que la personne doit être accompagnée au moins 6 mois. Voilà.
Mais encore une fois, le nombre d'actions, le nombre d'événements, le nombre de réseaux, la présence digitale, tout ça, ça dépend tellement, tellement, tellement de l'objectif que l'on a. Donc, et aussi de son histoire personnelle et d'où l'on part, d'où la nécessité, d'où vraiment la particularité de chaque cas. Merci beaucoup. Dernière question de Lagdar. Quelles sont les questions à se poser pour sa ligne éditoriale? Pour sa ligne éditoriale. Ok, alors déjà, il faut savoir qui on veut atteindre. Donc voilà, qui on veut atteindre, la cible, et donc la cible sur quel réseau social on va la trouver, à quelle heure, à quel créneau horaire, vous savez, en fonction des réseaux sociaux sur lesquels on est, il y a effectivement des créneaux horaires qui sont recommandés pour, comment dirais-je, publier et avoir un engagement important de son réseau. Après, moi on m'a toujours dit effectivement sur LinkedIn, c'est effectivement de publier entre le mardi et le jeudi ou le mardi et le vendredi en fin de matinée et mardi, mercredi, jeudi en fin de journée au moment où les gens prennent les transports en commun parce que généralement ils sont le nez sur leur téléphone portable et regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, mais personnellement, j'ai été amenée à faire des posts un dimanche soir parce que je trouve que ma communauté, mon audience en fait, est extrêmement connectée le dimanche soir avant, effectivement, dans la perspective de préparer la semaine. Et il se trouve que le dimanche soir, j'ai un très très gros engagement de ma communauté. Donc c'est variable aussi d'une personne à l'autre. Et ce que j'invite effectivement les gens à faire, c'est de tester différents moments pour voir si effectivement c'est plutôt la fin de la matinée ou début de la matinée, la fin de la matinée ou la fin de la journée qui est, comment dirais-je, la plus valable par rapport à la communauté que l'on a. Bon, donc pour reprendre la question de Lagdar sur ce qu'on doit prendre en compte pour définir la ligne éditoriale, donc sa cible. Et donc, par rapport à sa cible, quels réseaux sociaux, bien sûr, utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire à sa cible? Enfin, quel message on veut faire passer par rapport à l'expertise qu'on veut valoriser, d'accord? Donc ça, c'est effectivement d'identifier des mots clés qui vont bien souvent apparaître dans les publications que l'on va poster pour être identifié comme un expert dans son domaine. Je suis par exemple abonnée à plusieurs hashtags sur LinkedIn comme networking, comme entrepreneuriat, etc. Parce que du coup, très souvent, je poste sur ces sujets-là en y intégrant bien sûr à chaque fois les mots-clés en question. Et ça me permet d'être retrouvée finalement dans un flux d'informations concernant le sujet, les sujets de mon expertise. Et donc, du coup, ça me permet d'être visible et d'avoir des experts, des collègues experts dans ce domaine qui viennent se connecter avec moi ou qui viennent parler avec moi. Donc voilà, les mots-clés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, bien sûr, comment dirais-je, les rubriques sur lesquelles on va, le rubricage finalement de ces publications. On va peut-être communiquer sur ce que l'on pense de tel ou tel article, on va communiquer sur un événement qu'on organise, on va peut-être partager finalement une citation plutôt le vendredi, la citation ou le lundi en début de semaine, lundi ou vendredi, comment dirais-je, pour aider finalement sa communauté, son audience à réagir, mais il faut avoir effectivement un rubricage et une régularité de publication qui fait que on tient une communauté, une audience, et que finalement l'audience est tellement attentive à cette régularité, à ce rubricage que à la moindre accroche, on vous demande comment vous allez, si ça va bien, etc. Donc, vous êtes attendu, en tout cas, sur ce type de, comment dirais-je, de publication que vous allez faire. Donc voilà. Donc, à qui on parle,
quelle expertise on va mettre en valeur et selon quelle fréquence, quelle régularité et par rapport à quel type de rubricage. Voilà. Merci Isabelle. Il nous reste un petit quart d'heure. Je vais vous laisser continuer puis reprendre les questions à la fin. Absolument, oui, tout à fait. Donc, en fait, la question qui m'a été posée rejoint ce que je voulais dire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, pour mesurer la progression, il faut effectivement mettre en place un certain nombre d'indicateurs, mais en même temps, comment dirais-je, les indicateurs sont pas les mêmes pour tout le monde, donc c'est vraiment un travail de réflexion, d'où la nécessité d'être accompagné d'ailleurs, qui amène à identifier les bons indicateurs de performance. Après, bien sûr, et je le disais tout à l'heure en répondant à Lagdar sur la ligne éditoriale, il faut tester et un certain nombre de choses et s'adapter avec agilité. Vous allez tester, par exemple, une publication voilà, en fin de matinée, en fin d'après-midi, tel jour plutôt qu'un autre. Vous allez tester tel ou tel type de réseau, tel ou tel type d'événement, et puis vous allez voir en fait ce qui répond le mieux par rapport à ce que vous vous êtes fixé de faire, puis par rapport à la façon dont vous vous sentez bien aussi. C'est important. Donc il faut tester, apprendre des expériences et s'adapter. Et puis, j'ai quand même finalement, ça c'est comment la conclusion que j'ai envie de faire. Finalement, tout ce que je vous ai dit là, ça vous permet de vraiment mettre en perspective les paramètres de votre démarche réseau. Votre démarche réseau, c'est quoi? Finalement, c'est vous, votre histoire personnelle, vos connaissances, vos outils, vos habitudes, à mettre en perspective par rapport à votre objectif SMART. Quelle est la question que vous posez à votre réseau aujourd'hui? Identifier du côté de votre propre histoire les forces et les faiblesses de votre réseau. Ensuite, identifier aussi les moyens que vous êtes prêts à mettre en œuvre, action, finance, temps, priorité, pour atteindre votre objectif, et puis ensuite mettre en place des indicateurs de performance qui vous permettront d'avancer finalement vers votre objectif. Et ce tableau, finalement, il faut l'avoir tout le temps en tête. Et c'est ça, finalement, qui va constituer les paramètres de votre démarche réseau. Et j'ai envie de dire, voilà, en fait, c'était ma conclusion. Je pense que vous avez là, finalement, les points clés de la réflexion que vous devez avoir pour construire votre démarche réseau. Merci beaucoup Isabelle. Alors on a 10 petites minutes de questions. Voilà, exactement. Je prends toutes les questions. Alors, première question d'Adeline qui dit, bon, on a clairement identifié que LinkedIn est le réseau professionnel incontournable et elle voudrait savoir ce que vous pensez d'Instagram et si c'est pour une cible particulièrement féminine et intergénérationnelle. Oui, c'est effectivement Instagram, c'est vraiment le réseau social idéal pour atteindre les millennials. Voilà, ils sont tous là-dessus. Et il y en a de moins en moins sur Facebook. Alors, tout dépend de l'activité que l'on a aussi. Si on a une activité en B2B, en B2C, enfin bon, là je parle aux entrepreneurs bien évidemment, hein, mais voilà. Donc pour moi, Instagram c'est les millennials. Voilà. Après, je vous avouerai très sincèrement que moi, je suis en train de me former sur Instagram. Je comprends progressivement comment ça fonctionne, mais ça nécessite vraiment. C'est pas intuitif, hein, pas nécessairement très intuitif. Voilà. Merci beaucoup. Adeline, toujours, qui demande quelles recommandations, dans une période normale, bien sûr, sur la gestion du temps entre les rencontres en vrai et la présence sur les réseaux. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure s'applique pour moi, pour n'importe quel individu, je dirais, normalement constitué en temps normal, c'est une demi-journée par semaine. Merci. Agnès qui demande si vous avez des exemples d'anecdotes de networking qui fonctionnent. Des exemples d'anecdotes de networking qui fonctionnent. Alors, dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux, je vais prendre les choses qui me viennent intuitivement, parce que
dans le cadre des clubs d'affaires que j'anime, effectivement, comme on est confiné à l'heure actuelle, on fait un gros travail finalement de promotion croisée sur les réseaux sociaux. Dans les clubs, effectivement, on va, comment dirais-je, mettre en valeur nos expertises respectives, et c'est peut-être valable aussi dans les clubs professionnels, hein, des associations des anciens élèves. C'est effectivement de partager des profils, de partager. J'ai vu ça effectivement de la part d'experts réseau, de partager des profils et de dire je vous recommande telle ou telle personne qui est experte dans tel ou tel domaine, etc. Et de partager le profil et d'inviter finalement son audience à aller se mettre en relation avec cette personne. Il y a ça, il y a effectivement la mise en valeur finalement de l'actualité des uns et des autres. Donc ça, par exemple, dans le cadre des clubs d'affaires que je pilote, on fait un petit aparté sur finalement un billet spécifique sur l'activité qui est la nôtre. Et puis on va taguer éventuellement 3-4 personnes, on va mettre en valeur 3-4 mots-clés. Et bien entendu, l'idée, c'est que tous les membres du club partagent le post et recommandent la personne en question. Et effectivement, on en fait deux par semaine. Donc ça, c'est des bonnes pratiques pour à la fois développer son réseau en ligne et puis, bien sûr, amener, comment dirais-je, à valoriser l'expertise des uns et des autres. Donc à l'heure actuelle, bien évidemment, tout se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est hyper important. Alors, autre chose aussi, bonne pratique, les idées me viennent au fur et à mesure, pardon Agnès, quand vous allez chercher quelqu'un sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il faut justifier la raison pour laquelle on cherche à entrer en contact avec la personne. De plus en plus de gens le font et effectivement, c'est hyper important parce que si on veut nouer le dialogue avec cette personne, il faut expliquer pourquoi on cherche à entrer en relation et l'objectif étant bien évidemment de rencontrer la personne dans la vraie vie ou en tout cas susciter un échange beaucoup plus long que celui de être en contact, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, être en connexion, être vraiment en résonance avec la personne, ben ça va nécessiter un échange, un véritable échange. Alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais on peut le faire quand même sur les réseaux sociaux et ça peut déboucher sur des conversations téléphoniques, sur des Skype, etc., etc. Donc régulièrement, moi, il y a des personnes qui viennent se connecter avec moi sur les réseaux sociaux, sans me demander pourquoi. Donc ces personnes-là, je vais leur souhaiter la bienvenue dans mon réseau. Et je vais entamer le dialogue avec elle en disant, bah voilà, je fais ça, mes activités, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et si vous voulez me rencontrer, bah je serai disponible, enfin je serai présente sur tel événement, j'animerai telle conférence, tel jour, etc., etc. Donc en fait, j'invite les personnes déjà enfin je partage mon actualité finalement avec les personnes. Il y a déjà un après. Et donc du coup, évidemment, je termine, pardon, je suis un peu dissolue là dans ce que je dis, je termine en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et les personnes sont généralement très agréablement surprises, à la fois parce que je prends vraiment le temps de me présenter, je leur donne la possibilité de me rencontrer et ensuite je suis à leur écoute sur de quoi avez-vous besoin. Et donc du coup, les gens répondent en s'expliquant à leur tour sur leur activité et sur ce qu'ils cherchent. Et de cette façon-là, une fois sur 20 à peu près, parce que j'ai beaucoup de demandes dans la mesure où je suis une professionnelle du réseau, bien entendu, il y a plein de gens qui viennent me chercher. Une fois sur 20, ça débouche sur un café. Voilà. Donc toujours effectivement d'incarner finalement cette relation qui naissante sur LinkedIn, entamer le dialogue. Et ça, c'est des choses qui marchent et qui marchent de mieux en mieux, je peux vous l'assurer. Voilà. Des trucs qui fonctionnent, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur le fait de réunir finalement des personnes qui se connaissent pas entre elles et qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ça aussi, ça fonctionne vraiment très très bien.
Voilà, il y a peut-être d'autres idées qui me viendront, mais effectivement, je suis à fond sur le digital en ce moment, du fait du confinement, donc on est à fond là-dessus. Merci Isabelle. Une dernière question, alors deux dernières questions. Excusez-moi Thomas, j'avais pas compris tout à l'heure que vous vouliez qu'on revoie en fait la signification de smart, si je comprends bien votre question. Et juste avant, William demande si on doit recommander des personnes de son réseau dans son entreprise, même quand on ne connaît pas leurs compétences. Alors, c'est une bonne question, et quand on ne connaît pas leurs compétences, alors c'est-à-dire que c'est très risqué parce que effectivement, s'il s'avère que ces personnes n'ont pas, comment dirais-je, les compétences attendues, c'est la personne qui a recommandé qui finalement va en payer les pots cassés. Donc moi je dis, c'est important effectivement quand quelqu'un vous demande une information de ne pas donner d'information, mais d'orienter vers une piste. Donc recommander une personne en disant a priori elle a telle compétence, je ne la connais pas, hein, donc en précisant effectivement que on ne peut pas garantir à fond ses compétences, mais a priori dans sa job desk elle fait ça, et elle est censée savoir le faire. Mais comment dirais-je, donc prendre les précautions d'usage pour justement se prémunir si jamais cette personne n'était pas aussi valable qu'on l'imagine. Mais en même temps, c'est important d'apporter une réponse. Donc apporter toutes les nuances qui vont bien avec pour éviter de prendre un risque, voilà, que l'on payerait cher après. Ça, c'était la question sur la recommandation. Voilà. Voilà, sur LinkedIn. Donc, pour l'objectif SMART, peut-être juste refaire un petit point rapide Alors, dessus. effectivement, je suis sur la slide en question, smart comme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc d'abord mesurable, bon c'est clair, on doit pouvoir avoir un objectif qui se mesure, donc avec des indicateurs de performance, etc. Spécifique, être suffisamment clair. Par exemple, dans les business clubs que j'anime, vous avez des gens qui disent je veux avoir des recommandations, je veux, comment dirais-je, je suis, pour ne pas les nommer, agent prévoyance et patrimoine, et je veux, comment dirais-je, entrer en contact avec des dirigeants. Ok, des dirigeants, mais des dirigeants qui font quoi, qui sont dans quelle situation, sur quel secteur géographique, en combien de temps, etc. Donc, il faut être très clair pour effectivement être en capacité de pouvoir aider ces personnes et d'apporter des recommandations qui vont bien. D'accord? Donc, ça suffit pas parfois voilà, de dire voilà, je cherche des clients. Vous êtes bien d'accord avec moi que quand vous dites je cherche des clients, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider si ça n'est pas plus précis que ça? Donc, il faut être suffisamment spécifique dans la définition de son objectif pour, comment dirais-je, pouvoir l'atteindre plus facilement et pouvoir aider finalement votre réseau à vous aider. Mesurable, on l'a dit, donc avec des indicateurs de performance atteignables et réalistes, un peu la même chose, mais j'ai envie de dire, il faut être gentil avec soi-même aussi. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas, comment dirais-je, se fixer des objectifs qui sont absolument inatteignables. Parce que du coup, il y a de quoi se plomber le moral. Donc, il faut effectivement se fixer un objectif qui soit réaliste et atteignable et temporel. Ben, c'est en combien de temps? Voilà, je veux doubler mon chiffre d'affaires en 3 ans. Je veux, comment dirais-je, avoir 60 contacts de plus sur LinkedIn en 2 mois. Je veux dans telle ou telle cible. Vous voyez, c'est ça finalement un objectif SMART. Voilà. Alors, merci beaucoup. On déborde un petit peu pour une dernière question d'Olivier qui veut savoir comment, en ce moment, comment trouver de bonnes alternatives à la rencontre dans la vraie vie pour un entretien réseau. Bah, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Les alternatives, c'est effectivement
nouer des contacts sur LinkedIn et puis entamer le dialogue, comme je l'ai dit, qui doit déboucher sur peut-être un Zoom ou un apéro Zoom, une visioconférence, et c'est comme ça que ça se passe. J'ai envie de dire, pour un entretien réseau, on est généralement recommandé. Alors, on participe à beaucoup de visioconférences, hein, où effectivement, là c'est le cas. Par exemple, nous sommes tous ensemble. Moi, je vous vois pas, vous me voyez, mais on est une soixantaine. Moi, je sais qui participe. Peut-être savez-vous aussi, puisque nous avons cette tranche de vie en commun. Eh bien, rien ne nous empêche après de faire des entretiens en one-to-one, en mode visioconférence, autour d'un apéro ou autour d'un café, chacun du côté de notre côté de l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où on a cette tranche de vie en commun et qu'on est clair sur son objectif et qu'on a des questions spécifiques à poser à quelqu'un, eh bien, c'est totalement faisable de fixer un rendez-vous, parce qu'il ne faut pas évidemment déranger les gens n'importe quand, même s'ils sont a priori chez eux confinés. Ils ont un agenda, donc on fixe un rendez-vous pour une visioconférence et on fait un entretien réseau. Merci beaucoup Isabelle. On va conclure là-dessus. D'abord beaucoup de retours positifs, Isabelle, beaucoup de remerciements voilà, pour vous. Moi, je vais conclure en vous disant que la semaine prochaine, le prochain webinaire, ce sera sur la négociation du départ en retraite. Donc, tout est sur le site si vous souhaitez vous inscrire. N'oubliez pas le 25 juin la suite de ce webinaire, donc faire du réseau dans une démarche commerciale à 18h30. C'est un webinaire qui sera gratuit, donc pareil, il est en ligne actuellement, vous pouvez vous inscrire sans problème. Lagdar sera présent, c'est lui qui a organisé ce webinaire et c'est lui qui avait aussi plein de questions à poser aujourd'hui. Voilà, concernant le Career Center, je vous le redis, on a en ce moment Anne-Gaëlle Plantrose qui est consultante carrière et qui est disponible pour les adhérents. 2 entretiens d'explicitation par an, c'est peut-être le moment pour vous d'en profiter en ce moment. Et puis, on a un service aussi qui s'appelle le Face-to-Face qui vous permet de rentrer en relation avec d'autres alumni par mon intermédiaire. Donc, on est dans une démarche de réseau, mais débutante, puisque quand vous avez un petit peu de mal au début, là, je vous aide à rentrer en relation avec des personnes qui peuvent vous intéresser et qui peuvent peut-être vous aider dans vos démarches. N'oubliez pas mon adresse mail, maud.sesco@neoma-alumni.fr pour toutes vos questions, toutes vos remarques et toutes vos suggestions de webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je laisse la parole à Isabelle pour le dernier mot et je vous dis à très bientôt. Merci Maud, merci de votre participation et je vous invite à venir vous connecter avec moi sur LinkedIn. Ça peut être intéressant d'avoir dans son réseau une super connecteuse. Voilà, je suis à votre disposition pour continuer les échanges en one-to-one si nécessaire. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Merci de m'avoir accueilli et puis à très bientôt, donc le 25 juin, avec Lagdar et le groupe commercial. Voilà. À bientôt.